Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Avant de commencer cette table ronde, je voudrais commencer par vous présenter rapidement l'association Réseau MensaPB et le collectif Réseau. Donc, le Réseau, qui désigne donc le Réseau Études supérieures et orientation des migrants exilés, est un collectif qui a été créé en novembre 2015 à la suite de l'expulsion du lycée Jean Carré. Ce réseau réunit des associations et des collectifs issus de différents établissements de l'enseignement supérieur, des universités, des grandes écoles, pour la plupart en région parisienne. Le réseau s'est constitué face au constat d'un déficit de l'action de l'État sur un certain nombre de points concernant la politique d'accueil des réfugiés, notamment l'offre d'apprentissage du français qui est largement insuffisante. L'absence d'orientation ou d'aide à la reprise des études. Les centres d'orientation et d'information, par exemple, ne sont pas formés de ça. Et enfin, pour les exilés qui arrivent à s'inscrire à reprendre leurs études, ils doivent souvent faire face à des grandes difficultés matérielles. Et donc, le réseau œuvre aux côtés des réfugiés, quel que soit leur statut ou leur nationalité, pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur, à l'orientation et à l'apprentissage du français. Donc, Réseau d'architecture est un collectif réunissant les associations rattachées au réseau général et implanté dans les écoles d'architecture. Ce collectif a initialement été créé par les étudiants des écoles de Malaquais et de Belleville en novembre 2016. Il est actuellement en train de se développer à la Villette, à Val-de-Seine, à Rouen, à Grenoble et dans plein d'autres centres. L'action de Réseau architecture consiste à permettre à des personnes réfugiées et demandeuses d'asile de reprendre leurs études en architecture. Les contacts des étudiants recrutés nous sont transmis via la permanence du réseau national qui a lieu tous les samedis matins à la maison des initiatives étudiantes de Paris. Le programme que nous avons mis en place à l'école se décompose en deux phases. Une première phase d'immersion dans l'école, un semestre ou une année, permettant aux étudiants invités de se familiariser avec l'école et à l'école en retour d'apprécier leur niveau. Et si les étudiants sont toujours volontaires, ils sont inscrits l'année suivante. Le programme a débuté l'année dernière, en février 2017, en accueillant 9 étudiants en L1 et 3 en master. Depuis la rentrée de septembre 2018, 6 étudiants parmi les 9 de l'année précédente ont été inscrits à Belleville, 3 en première année, 3 en master. L'association a également renouvelé son plan d'immersion pour 3 nouveaux étudiants invités. L'association Réseau MensaPB mène plusieurs actions tout au long de l'année, comme par exemple des cours de français et langue étrangère, de FLE. Donc les profs sont des étudiants en master de FLE recrutés dans les universités. Les cours ont lieu tous les soirs à l'école. On a aussi le projet de trouver une structure capable de donner des cours aussi pour cet été. On met en place également des binômes pour accompagner les étudiants invités. On organise des collectes de matériel, on fait des ventes de crêpes, on dispose aussi d'un accompagnement juridique spécifique pour les différentes procédures des étudiants en cas de problème. Et on essaie plus largement de sensibiliser les étudiants de l'école aux différents enjeux de l'accueil des réfugiés en organisant par exemple un cycle de conférences, des tables rondes, des expositions, etc. Et on essaye aussi d'aider les autres écoles d'architecture à développer leur propre programme d'orientation. L'association rapidement est organisée en plusieurs commissions, comme par exemple secrétariat, juridique, etc. Si vous souhaitez vous investir, donc je m'adresse aux étudiants, aux enseignants, si vous souhaitez vous investir dans une de ces commissions, vous pouvez contacter les référents. Vous avez des flyers sur toutes les petites tables avec le numéro de téléphone. Et on sera aussi tous présents au pot qu'il y aura après la conférence, si vous voulez nous rencontrer et discuter. Voilà. Et si vous voulez participer plutôt de manière financière, donc
a un crowdfunding sur le site Helloasso. Vous pouvez aussi nous donner via la page Facebook de l'association, donc Réseau d'Architecture. Voilà, c'était à peu près tout. Avant de laisser la parole aux intervenants et à monsieur Durbapont, je voudrais remercier l'école, je voudrais remercier également les membres de l'asso qui sont investis et qui ont permis d'organiser ce COF, et les intervenants, bien sûr, qui ont tous accepté de venir. Voilà, bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Bonsoir à tous. Alors, je vais me présenter. Je suis Jérôme Nico, je suis le président de l'association Urbapont. Notre association, c'est l'association des anciens du master d'aménagement et d'urbanisme de l'école des ponts et chaussées. Donc voilà, c'est une formation de maîtrise d'ouvrage urbaine et d'urbanisme qui rassemble des ingénieurs, des universitaires, des architectes, donc d'ailleurs un certain nombre chaque année d'architectes issus de l'école. À bon entendeur, si évidemment cela vous intéresse. Au-delà de notre activité classique de réseau d'anciens élèves, nous essayons de participer au débat sur les questions d'actualité concernant la ville et l'urbanisme. Et notre positionnement, c'est d'essayer de poser les questions ce qu'on essaye de faire, c'est de poser les questions que les autres ne posent pas toujours. Et on pense effectivement que le sujet ce soir fait partie de ces angles morts, mais pourtant incontournables des problématiques urbaines que l'on rencontre aujourd'hui. Alors, bon, on est les aménageurs de l'école des ponts. Je sais que c'est Isaac Newton qui a dit que les hommes construisaient trop de murs et pas assez de ponts. Ça nous conforte un petit peu dans notre envie de participer à ce débat ce soir. Donc merci à Réseau de nous avoir permis de co-organiser cette soirée, et puis évidemment à l'école de Belleville de nous accueillir. Tu ne l'as pas précisé, mais c'est un cycle de conférences qui a commencé donc avant-hier sur plus précisément le thème des différents types de migration et le parcours des demandeurs d'asile. Et je crois qu'il y a encore une soirée le 24, c'est ça, sur les lieux et non-lieux de l'exil, et le 31 mai sur le rôle de l'architecte. C'est ça. Donc, je le précise évidemment si vous souhaitez y participer. Ce qui nous a semblé intéressant, évidemment, c'est de traiter de la problématique urbaine générée par la résurgence des bidonvilles en France et du phénomène migratoire. Moi, j'ai grandi à Nanterre, à un endroit où mes parents me disaient, voilà, avant que tu naisses, il y avait ici le plus grand bidonville d'Europe, il y avait 30 000 personnes et un seul point d'eau, et ils m'ont parlé au passé comme, voilà, je n'aurais jamais pensé que des choses pareilles puissent revenir, sauf que c'est effectivement un phénomène qui ressurgit aujourd'hui, et ce que l'on avait envie ce soir, c'est d'interroger les acteurs publics et privés et leurs partenaires sur la manière dont on pouvait traiter cette question, les solutions possibles, souhaitables, réalisables qu'on pouvait délivrer pour essayer de participer à trouver une réponse et à essayer d'améliorer la situation qu'on rencontre. Alors merci à nos invités d'être là. Éric Plié, le directeur des établissements sociaux de l'association Aurore, Florian Huyghe, chargé de mission Habitat Logement à la Fondation Abbé Pierre, Camille Picard, directrice territoriale de la Caisse des dépôts et consignations, Cyril Anap, architecte et ingénieur, président de l'association Accessité, directeur pédagogique du DSA risque majeur de l'école, Olivier Leclerc, architecte de l'agence R Architecture et membre de l'association Accessité, Patrick Brauzek, qui va nous rejoindre bientôt, président de l'établissement territorial Pleine Commune et vice-président de la métropole Grand Paris. Alors, je laisse la parole à Dorothée Bocara, qui est membre et animatrice de l'association d'Urbapont, que je remercie beaucoup parce que c'est elle qui a imaginé cette soirée. Elle a joué le rôle de modératrice et d'animatrice de nos débats. Et évidemment, comme il se doit, nous pouvons poursuivre après les échanges
mission pour poursuivre les débats aussi longtemps que possible. Merci à tous. Votre question. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'il y a d'autres mobilisations autour d'autres problématiques, je sais, aujourd'hui. Juste quelques éléments de contexte par rapport au cycle de conférence et par rapport à la thématique de ce soir que nous avons appelé Migrants et aménagement, l'hospitalité est-elle une chance? Eh bien, donc, je vous rappelle juste que selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y a aujourd'hui 121 000 demandes d'asile qui ont été enregistrées en 2017 par les procédures, par les préfectures en France, et que, on l'a vu mardi dernier, ce chiffre, même si il paraît trop faible par rapport à la population française, eh bien, ça représente un vrai effort en matière d'accueil et d'aménagement. En 2015, la récente problématique des réfugiés à Calais a rappelé également à l'État français que tous les pays européens ne pouvaient pas se soustraire à la question de l'arrivée de populations en déplacement. Or, le profil de migrants, de migrants, on l'a vu aussi mardi dernier lors de la conférence sur le statut des migrants, est un profil extrêmement complexe en fait, puisqu'il y a à la fois des gens qui sont en désir d'ancrage et d'autres qui sont en désir de mouvement, même si le terme de migrant tente à faire penser que c'est des gens qui sont sans arrêt en déplacement. Il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs situations concernant ces personnes. Il y a ceux qui arrivent à avoir, après un parcours extrêmement compliqué, qui arrivent à avoir une situation administrative relativement stable, puisqu'ils ont le titre de réfugié. Mais cela concerne que 25 à 30% de ces personnes. Les 70 autres n'ont aucun statut administratif, et donc c'est là qu'on voit bien qu'il y a une forme de paradoxe sur cette situation-là, puisqu'on a une forme d'invisibilité administrative complètement paradoxale au regard de la visibilité médiatique dont font l'objet aujourd'hui les migrants. Ce parcours d'embauche pour arriver en France, un parcours d'embauche pour avoir un titre de séjour, évidemment se formalise en termes d'aménagement et d'urbanisme par une problématique en matière d'aménagement et une problématique en matière de précarité de logement. Puisque ces personnes, 70%, eh bien, n'ont pas de statut. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser aussi aujourd'hui, au regard notamment de ces difficultés qui ne cessent de monter, comme on l'a vu au travers du durcissement des conditions d'accueil en France et en Europe, et de l'arrivée qui ne cesse de continuer de nouvelles personnes. Alors d'autres pays ont choisi d'avoir des politiques publiques un peu différentes que les politiques publiques françaises, et aujourd'hui on aimerait un petit peu faire le point sur ces politiques publiques et sur les actions également des fondations et des associations et des professionnels de l'aménagement sur qu'est-ce que l'accueil aujourd'hui en France en matière d'aménagement. Et il faut se rappeler que, en exemple, par rapport à cette situation d'invisibilité, on a aujourd'hui à Paris un des corps les plus importants, Porte de la Villette, où il y a, selon mes souvenirs, à peu près 2400 personnes. Merci, M. Priez, de m'appuyer. Et cela, a priori, dans des conditions que Jacques Toubon, défenseur des droits, dénonce comme inacceptables. Il semble donc d'ailleurs que l'État et la ville de Paris se renvoient la responsabilité en termes d'action publique à mener vis-à-vis de ce point. Alors que la construction des centres d'hébergement d'urgence et de nouvelles plateformes s'avère plus que souhaitable pour Jacques Toubon, eh bien, nous avons des camps illicites et des bidonvilles qui ne cessent soit de grossir, soit d'être démantelés. Et ça aussi, c'est une forme on pourrait appeler ça de construction-démolition ou démolition-reconstruction, qui est tout à fait particulière pour nous, architectes urbanistes,
et que d'une brutalité et d'une violence qu'on ne peut peut-être plus, qui serait maintenant nécessaire, je pense, d'aborder dans des débats et puis dans des champs de la profession, dans différents champs de la profession. D'où en fait, l'idée de ce débat qui est de retourner un petit peu la notion de crise migratoire en peut-être crise de l'hospitalité, mais de dire que c'est peut-être une chance aussi qui nous est donnée à nous, aménageurs, architectes, ou personnes travaillant dans les associations, une opportunité en matière de projets de société et au travers de projets d'aménagement de différentes natures. Et c'est pour cela qu'on a souhaité faire venir des intervenants qui sont aujourd'hui à mes côtés, puisqu'ils travaillent tous à différentes formes de stratégie, me semble-t-il, pour transformer cette crise en une forme de chance et d'opportunité. Donc je vais commencer par interroger Florian Louis de la Fondation Abbé Pierre pour qu'il nous fasse un petit bilan de situation par rapport à la situation de précarité en France, par rapport à la situation de ces nouvelles formes urbaines qui sont nouvelles formes urbaines qui sont aussi avec les réfugiés, faire un petit topo sur comment lui il voit la situation sur le terrain. Bonsoir, vous êtes bons, hein. Je ne sais pas si vous avez peur de nous, mais on va essayer de rendre le moment sympathique quand même, malgré le sujet. Je travaille à la Fondation Abbé Pierre, donc la Fondation Abbé Pierre, juste peut-être le petit topo, c'est une fondation, comme son nom l'indique, qui soutient 900 projets par an sur divers sujets qui concernent tous la question du mal logement. Pour donner encore des chiffres, c'est 30 millions d'euros par an qui permettent de soutenir ces projets. Je suis chargé de mission à la direction générale sur la question des bidonvilles. Et puis, chemin faisant, j'ai aussi travaillé du coup sur la question de la migration, en tout cas des personnes migrantes. Et la Fondation Abbé Pierre est aussi connue du coup pour son rapport mal logement qui est remis tous les ans en janvier, qui rappelle donc les chiffres dits du mal logement, comme son nom l'indique, et qui permet de donner aussi un état des lieux, alors pas toujours, un état des lieux en tout cas de la précarité, avec des chiffres qu'elle essaye au maximum de construire et d'être le plus près du terrain, mais qui, au vu des statistiques actuelles et des chiffres et de la construction de certains chiffres, peuvent parfois être un peu en deçà de la réalité. Donc il faudrait imaginer que par exemple, un exemple, la statistique publique pour les personnes sans abri n'avait pas été mise à jour entre 2001 et 2011, et on s'est rendu compte à ce moment-là que les sans-abri avaient augmenté de 50%. Ça vous donne un peu les possibilités de variation qu'il peut avoir sur nos chiffres. Avant de commencer aussi sur la question, parce que la question de la migration, on parle de migrants, réfugiés, beaucoup de mots, c'est quand même avant tout une histoire de personnes, avant d'être une histoire finalement qui se réduit beaucoup aujourd'hui à des histoires de chiffres et des histoires de mots. L'Abbé Pierre disait, les hommes politiques connaissent la précarité par les chiffres, on ne pleure pas devant des statistiques. Je vais vous donner des statistiques, mais il faudra imaginer qu'il y a des histoires derrière, et c'est ça qui est important, je pense. En tout cas, des statistiques, des chiffres. Et la deuxième chose qui me venait à l'esprit là, c'est quand j'entends qu'on imagine que le campement de la Villette, le petit campement de la Villette, c'est effroyable. Il y a des journaux qui disent indigne, d'autres qui disent enfer. Je ne sais pas dans quel monde on vit pour que ces mots-là ne nous demandent pas d'agir plus que ce qui, en tout cas, que le gouvernement n'agisse pas plus. Ou en tout cas, dans quel monde on se trouve pour que ces mots puissent sortir sans qu'on agisse, sauf par communiqué de presse. Je crois que ce qui date d'il y a 2 jours du gouvernement, il y a eu un communiqué de presse qui attaquait la ville sur ses responsabilités. C'était les préalables un peu certes incisifs, mais qui, je pense, sont importants à préciser. Savoir qu'aujourd'hui, il y a 110 000 personnes en demande d'asile, c'est aussi bien comprendre qu'il y a 70 000 premières demandes. C'est-à-dire que ce n'est pas 110 000 personnes qui demandent aujourd'hui la demande d'asile, il y a déjà que 70 000. 70 000, c'est à peu près le
nombre qu'il y avait en 89 ou 79, je ne sais plus, j'ai un problème de décennie sur les deux. Aujourd'hui on parle de crise, à l'époque on n'a pas parlé de crise. On a pu accueillir 200 000 personnes en 2 ans, 3 ans, alors que le gouvernement avait présenté ces personnes comme étant vraiment dans la précarité et méritant notre accueil. On les avait accueillis sans trop de soucis, et puis l'histoire a démontré qu'à chaque fois que le gouvernement a produit des mots d'accueil, l'accueil s'est fait sans trop de problème. Donc il va falloir aussi se poser des questions de mots. Aujourd'hui, la précarité, en tout cas le mal logement, c'est 15 millions de personnes. Nous, on chiffre à des personnes en fragilité, en tout cas au regard de leur logement, c'est 15 millions de personnes. Ce qui représente beaucoup par rapport au chiffre des 68 millions français, effectivement. Dans ces 15 millions, on dit qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui sont en situation de très mal logement ou qui sont très mal logées, et 900 000 personnes qui sont exclues, en tout cas qui n'ont pas de domicile personnel. Il faut donc promettre aussi ces 70 000 personnes qui aujourd'hui arrivent en asile, celles qui aujourd'hui connaissent des situations d'exclusion de cette demande d'asile par rapport à ces 4 millions et par rapport à ces 900 000 personnes privées de domicile personnel. Et on compte environ 150 000 personnes sans abri, dont 30 000 à la rue tous les jours. C'est à peu près les grandes données qu'on a aujourd'hui. Et puis cette question de la statistique, en tout cas du chiffre, qui est celui de... on a toujours du mal à savoir combien de personnes vivent à l'année en camping. C'est une grande interrogation. On a un chiffre qui traîne dans les recherches d'une sociologue qui a sorti ça, si mes souvenirs sont bons, il y a 10 ans. Un chiffre un peu mouillé. On ne sait pas encore combien de personnes vivent en squat. Et puis il y a la question des bidonvilles. La question des bidonvilles pour laquelle on m'a fait venir aujourd'hui, elle est compliquée parce que la seule statistique qu'on a, elle est publique. Elle dit, en gros, il y a 15 à 20 000 personnes en bidonville aujourd'hui en France. En France, mais en fait, c'est en France métropolitaine, donc c'est pas en France tout court, et qu'on imagine qu'en dom-tom, il y aurait 200 000 personnes en bidonville. C'est un autre ratio. Donc 20 000 personnes en France métropolitaine, et puis dans ces 20 000 personnes, en fait, il y a des personnes en bidonville, des personnes en squat, et puis on a sorti Calais, on a sorti le littoral, donc ces chiffres-là ne sont pas dedans, et puis la Villette aujourd'hui, et à l'époque Jaurès, Stalingrad, tous ces personnes, finalement c'est l'histoire, on en revient aux histoires et aux personnes, n'étaient pas comptabilisées ou n'étaient pas repérées comme étant des personnes en bidonville. C'est toujours important à déconstruire tous ces chiffres qui nous sont donnés, parce qu'il y a de voir aussi comment on s'implique sur un sujet ou pas. Les bidonvilles, cette statistique des bidonvilles est sortie en 2012. Les bidonvilles, on dit qu'ils sont réapparus au moins médiatiquement en 90, 89. On a aussi dit qu'on avait résorbé les bidonvilles dans les années 80. Donc en 89, il y a des bidonvilles qui réapparaissent, en 80, on a fini la résorption des bidonvilles. Finalement, peut-être qu'ils n'ont pas ressurgi, qu'ils ont toujours existé. Nous, ce que à la Fondation, ça nous a fait beaucoup réfléchir, cette question des bidonvilles qui jusqu'ici était assez mal, en tout cas, comptabilisée, c'est qu'on s'est demandé qu'est-ce qu'un bidonville finalement. Qu'est-ce qu'un campement illicite, puisqu'au départ c'était des campements illicites. Qu'est-ce qu'un campement illicite, qu'est-ce qu'un bidonville, qu'est-ce que toutes ces formes finalement de mal logement, et qu'est-ce qui faisait qu'elles se construisaient. On pense qu'aujourd'hui, finalement la question des catégories, réfugiés, migrants, d'ailleurs on dit migrants, on dit pas personne migrante, comme si la personne était migrante toute sa vie. Comme si une personne qui avait le statut demain serait encore une personne migrante, ou en tout cas encore un migrant peut-être. Ces catégories, elles sont vachement construites pour donner, en tout cas pour essayer de trouver des solutions très spécifiques. Aujourd'hui, on est dans un mouvement, et Eric Piez, on en parlait juste avant, qui s'appelle le logement d'abord, et qui est de dire stabilisons les gens d'abord, et puis après voyons leurs droits, et essayons de travailler sur leurs droits, et essayons au maximum d'insérer. Cette question, elle remet en question, ce principe, en tout cas, remet en question beaucoup de choses, puisque ça serait dire que finalement les gens qui sont en bidonville ou à la rue, ou encore moins à la Villette, la question n'est pas leur statut qui fait qu'aujourd'hui ils sont en bidonville, à la rue, ou dans des formes d'exclusion sous les ponts, dans des campings à l'année, mais bien la difficulté d'accéder au logement. Ça a l'air facile comme ça, mais finalement ça n'a jamais été posé comme ça, puisque jusqu'aujourd'hui, c'est ça que je voulais quand même faire dans ce petit tour d'horizon que je vais bientôt finir, c'était le dispositif d'accueil national de la demande d'asile. Je vais essayer de faire un parallèle entre le nombre de catégories qui s'additionnent et puis le fait qu'aujourd'hui, donc, le dispositif national d'accueil, c'est 38 000 places de CADA. D'accord. C'est 2600 places d'ATSA, c'est 15 000 places d'UDA, c'est 2000 places de CPH, c'est 10 700 places de CAO. Il doit manquer CHUM 9020 places en CHUM, 50 351 places en PRADA.
Voilà la question des catégories. À quoi se résument les catégories? C'est de créer des dispositifs qui sont de plus en plus spécifiques et qui font en tout 80 000 places pour 110 000 personnes qui demandent environ, et 80 000 places avec, à l'intérieur, puisqu'aucune sortie n'est imaginée, puisqu'aucun logement n'est vraiment créé, ou en tout cas jamais à la hauteur d'eux. C'est 80 000 places à l'intérieur, puisqu'il n'y a jamais de solution créée de sortie, sont occupées par environ entre 50 et 60 personnes qui sont bloquées dans tous ces dispositifs, bloquées parce qu'on ne leur offre pas d'autre solution que d'y rester, et qui fait que sur les 110 000 personnes qui arrivent, en tout cas les 70 000 personnes qui arrivent chaque année, il y a environ 30 000 places. Le reste, les personnes se retrouvent du coup à la Villette, dans des bidonvilles, dans des campings, dans des campements illicites qui laisseraient croire que ces personnes sont coupables avant d'être victimes. Ça, c'est une première chose. Parce qu'elle est victime d'un manque de solution et d'un manque d'accueil, parce que quand on parle d'accueil, d'un dispositif national d'accueil qui n'est pas capable d'accueillir les personnes qui le demandent, je ne sais pas si c'est un dispositif d'accueil du coup. En tout cas, je ne sais plus, là je perds juste un petit peu le fil, mais ça pose la question en tout cas de tous ces mots qui parlent de l'accueil et qui a été dénoncé il y a je crois 10 ans déjà sur les manques de places de CADA. Aujourd'hui on parle de crise parce qu'il y a effectivement de plus en plus de personnes à la rue, mais on n'a jamais, jusqu'ici et jusqu'à cette augmentation de 20 000 personnes finalement en demande d'asile notamment, proposé assez de solutions. Nous ça fait 25 ans, je crois qu'on est au 26e ou 27e rapport mal logement qui augmente chaque année, en tout cas le nombre de personnes mal logées augmente chaque année, donc c'est bien dire qu'aujourd'hui les solutions qu'on pourrait trouver seront toujours, ou en tout cas jamais à la hauteur, tant qu'on ne mettra pas une véritable volonté et d'un de connaissance. C'est pour ça que je reviens sur la question des chiffres et de la construction des chiffres qui sont très bricolés sur les bidonvilles, sur le nombre de personnes à la rue, sauf les nôtres bien sûr. Et aussi, voilà, tant qu'on n'aura pas et les chiffres et les bons mots pour parler des personnes, c'est-à-dire tant qu'on réduira la migration à l'asile, voire aux réfugiés, entre des migrants qui seraient économiques et puis des migrants qui seraient politiques, ce qui n'a aucun sens quand on connaît l'histoire et les parcours des personnes. On va revenir encore aux personnes. Il y avait une très belle histoire pour l'anecdote une très belle histoire. L'histoire était triste, mais qui raconte bien tout ceci. C'est une personne qui, par exemple, dans son village, connaît une sécheresse, perd sa culture, doit partir parce qu'il n'a plus de quoi manger, part dans une ville, est discriminé du fait du village où il vient, il part dans un autre pays, un pays qui est en guerre, donc il traverse la Méditerranée, se retrouve en France. À votre avis, il est migrant économique, migrant politique, réfugié, statutaire? Je ne saurais pas dire ce qu'il est, mais en tout cas il est une personne, et c'est surtout ça qui compte pour nous, c'est de trouver des solutions pour les personnes. Merci. Cyril Hanap, vous avez travaillé sur le concept de ville accueillante. Et est-ce que ça vous parle, le logement d'abord, et le fait de construire beaucoup de logements à hauteur de 120 000 demandes, d'après vous, est-ce que c'est la seule solution possible pour pallier à la crise? En fait, on a mis en place, avec l'association Actécité, une recherche sur la ville accueillante. Bon, à la base, on est architecte, mais justement, on voyait bien, c'est une réflexion notamment qui est née à Grande-Synthe, quand il y a eu un maire qui s'appelle Damien Carême, qui avait 3000 migrants dans un bidonville sur son terrain, dans sa ville, et qui visiblement n'avait pas les outils conceptuels, techniques, architecturaux pour accueillir ces gens. Et en fait, le seul outil qu'il a eu, c'est finalement l'image, une image qui est née au début du XXe siècle dans le monde et qui s'est affirmée dans les années 30 en Europe, c'est le camp. Or, le camp, on en connaît toutes les limites. Le camp, ça veut dire, en gros, c'est une forme finalement d'emprisonnement, on va dire, ou d'aliénation en tout cas.
Et justement, il n'avait rien d'autre. Alors, il a été voir Médecins sans frontières, et puis ils ont construit un camp. Alors, nous, on était là un petit peu, on leur disait, attendez, il faudrait faire quelque chose un petit peu mieux qu'un camp. Un camp, c'est pas si on ne le réfléchit pas, encore une fois, on ne fait que créer des conditions de l'aliénation. Mais on voulait justement, par rapport à ça, donc lui, il a construit son camp, et j'ai envie de dire que un camp, soit il perdure dans des conditions de l'aliénation, justement, enfin c'est Michel Agier qui définit ça, hein, l'état d'exception, l'état d'extraterritorialité, l'état de non-droit, soit il devient autre chose. Et en fait, le camp de Grande-Synthe n'a jamais réussi à devenir autre chose qu'un camp, au final, et c'est peut-être pour ça que ce sont les habitants eux-mêmes qui l'ont brûlé. Et donc, on a voulu mettre en place une équipe très complète, avec justement des anthropologues, des sociologues, des urbanistes, même des artistes aussi, et puis bien sûr des architectes, partant d'expériences diverses et professionnelles des conditions de l'accueil, pour pouvoir imaginer comment on pourrait justement accueillir des gens qui arrivent en nombre dans une ville. Parce que si on est bien d'accord qu'on veut qu'à la fin tout le monde soit dans du logement qui réponde aux normes du logement à la française, si on est bien d'accord que le but ultime est celui-là, on a pu constater à plusieurs occasions, et notamment à Grande-Synthe, que les outils traditionnels de l'architecture, de l'aménagement, de la construction ne permettaient pas de répondre rapidement à cela. C'est-à-dire qu'il y a des schémas de financement, des schémas de construction, des schémas normatifs qui s'inscrivent dans des logiques foncières, dans des logiques de long terme, dans des logiques bancaires d'amortissement, etc., qui ne permettent pas de répondre rapidement à un afflux de personnes. Après, il y a eu des moments ponctuels, Leclerc en parlera tout à l'heure, où on a trouvé des réponses, mais on voulait se donner un cadre par rapport de réflexion et un cadre conceptuel et technique. Et donc, il y avait donc, c'est ce qu'on a appelé la ville accueillante, c'était une recherche-action, donc qui a réuni cette équipe pluridisciplinaire qui partait de ce qui se passait à Grande-Synthe, qui partait également d'ailleurs d'un travail qu'on a fait avec certains étudiants qui sont ici, avec les étudiants de l'école aussi, qui ont accompagné cette recherche, pour définir un certain nombre de réponses qui soient tout à la fois légales, techniques, architecturales, et en même temps qui dépassent les logiques de construction classique. Donc on appelle ça la ville accueillante. Ça a débouché sur exactement 6 scénarios possibles qui vont de la reconnaissance par exemple des squats, qui sont aussi inspirés de politiques qui sont à l'œuvre, par exemple en Amérique latine, où on va améliorer le bidonville. C'est-à-dire qu'on va se dire le bidonville, c'est une esquisse de ville, ça peut devenir une ville, mais encore faut-il créer les conditions pour que ça puisse devenir un quartier de ville. Et puis il y a aussi des solutions construites. Il y a l'idée de construire des quartiers d'accueil, par exemple, c'est-à-dire que c'est des endroits qui se construisent comme un autre quartier, qui sont dans la continuité de la ville, où il y a plusieurs activités, etc., mais qui sont construits très rapidement, qui aussi intègrent le fait qu'un jour elles seront peut-être démontées ou transformées. On pourrait passer à... Voilà. Donc globalement, l'idée, c'était de donner des outils conceptuels et techniques qui répondent à cette condition particulière du fait qu'il arrive des moments où les gens arrivent en nombre dans les villes, et parfois aussi d'ailleurs en partie. Voilà. Alors, concernant les outils financiers, moi j'aimerais ranger d'une part Éric Pliez. Alors, vous êtes directeur général de l'association Aurore, hein, comme a dit Jérôme Nico, qui s'organise autour de 3 missions. L'hébergement, le soin et l'insertion de plus de 30 000 personnes en situation de précarité par an. Et vous gérez plusieurs centres d'hébergement, la plupart en Île-de-France, mais aussi dans d'autres régions.
Et vous avez participé notamment à l'aventure des grands voisins en termes d'urbanisme transitoire ou provisoire et à celle de la construction du centre d'hébergement de Boulogne. Donc vous, j'aimerais vous poser la question sur quel est le modèle financier sur lequel repose la construction des centres d'hébergement. Il doit être très différent de celui des promoteurs, du logement classique, que ce soit par les bailleurs sociaux ou par les logements privés. Et j'ai cru comprendre qu'il reposait sur des dotations de l'État. Et ça, j'aimerais que vous me précisiez un peu ça pour qu'on puisse éventuellement en débattre et voir s'il y avait des solutions d'amélioration potentielles. Bonjour. Je voudrais d'abord vous dire que par rapport au sujet de ce soir, il y a une pétition qui a été lancée, qui est en ligne sur change.org, qui s'appelle Campement parisien. Nous demandons l'hébergement en urgence des personnes réfugiées. Voilà, je vous invite à la signer, elle circule depuis cet après-midi. Moi, si je parle d'hébergement, je ne distingue pas, même si nous pouvons avoir des centres spécialisés dans l'accueil des réfugiés, notamment depuis 3 ans, depuis la prise en compte des premiers campements, je ne distingue pas parce qu'il se trouve que dans les structures d'hébergement, quand quelqu'un appelle le 115, on ne lui demande pas sa carte d'identité, d'abord on agit selon la vulnérabilité de la personne. Donc dans les structures que nous gérons, il y a des réfugiés, que ce soit des centres spécialisés ou des centres pas spécialisés. Alors, après pour vous répondre précisément, l'hébergement, d'abord, il faut le dire, c'est une prérogative de l'État. C'est la responsabilité de l'État de financer l'hébergement des personnes en difficulté, des personnes sans domicile, des personnes à la rue. Les départements interviennent uniquement, principalement, sur les mineurs. On ne va pas en faire débat ce soir sur les mineurs étrangers à la rue. Mais voilà, ça, c'est une prérogative du département. Encore faut-il prouver qu'ils sont mineurs, mais c'est un autre sujet. Donc sur cet hébergement qui est la responsabilité de l'État, comment ça se décompose? Je vais vous prendre un exemple. L'exemple, c'est celui des locaux que nous avons montés récemment en modulaire sur le bastion de Bercy, porte de Bercy. Ce sont 308 places, des places où les personnes isolées ont leur chambre et des places où les familles ont leur chambre, qui sont des chambres doubles et communicantes pour ces familles. Ce centre, c'est un investissement donc, de 8 millions d'euros, dont 1 million amené par la ville de Paris au titre de l'aide à la pierre et le reste financé sur un prêt de la Caisse des dépôts. Prêt qui, au jour d'aujourd'hui, est amorti sur une durée faible, puisque nous sommes officiellement sur place pour 7 ans. On doit donc amortir cet achat pour 7 ans, ce qui est d'ailleurs quelque chose qui probablement évoluera dans le temps. On y travaille avec la Caisse, puisque, évidemment, si dans 7 ans, on enlève ces modulaires qui sont destinés à pouvoir bouger, on les remettra ailleurs. Donc on sait que l'investissement, de fait, durera plus longtemps. On va dire que la prochaine fois, on baissera le coût du fonctionnement. Donc il y a un investissement à amortir de 8-1, 7 millions sur cette durée de 7 ans. Ça fait que si on découpe ça par journée, par personne, on va être sur un coût de 9 € par jour et par personne pour le simple, pour les murs, si vous voulez, hein, pour les murs. Il faut savoir que, de manière générale, quand on travaille avec des bailleurs sociaux sur la construction d'un immeuble qui va devenir un centre d'hébergement, on est plutôt sur des coûts en moyenne à 5-6 € pour les murs. Donc on voit qu'on a un surcoût là du fait de la faible durée de l'amortissement. Ensuite, tout ça intègre un prix de journée qui est donc payé par l'État et qui va inclure ce remboursement, quelques frais généraux de fonctionnement classique, des repas. On va dire en moyenne là aussi 9 € par personne. On va dire que ça se décompose en 3 tiers notre affaire. Premier tiers, les murs. Deuxième tiers, les repas. Troisième tiers, l'accompagnement, plus un pouillet pour les frais généraux, ce qui nous mène à des prix qui en général se situent entre 32 et 35 € par jour et par personne. Mais pour ça, les gens mangent, les gens sont accompagnés, et donc mieux ils sont accompagnés, et plus on l'espère, ils vont sortir dans de bonnes conditions de ces dispositifs. Je ferai un petit comparatif. Aujourd'hui, en Île-de-France, il y a 80 000 places d'hébergement. 40 000 sont à l'hôtel pour des familles et pour lesquelles le prix sec de la nuitée est en moyenne de 18 € par jour et par personne.
Donc j'ai évoqué pour Bastion de Bercy un prix de 9 €, là j'évoque un prix de 18 €. Et on est juste dans un hébergement sec. On a la chambre, qui est une chambre partagée. Vous connaissez les formulas, vous voyez un peu ce que ça peut donner quand c'est mieux. Il y a parfois encore pire. Les gens ne mangent pas pour ce prix-là et ne sont pas accompagnés, évidemment. Et donc c'est là qu'on voit, si on parle argent, qu'on doit pouvoir nettement mieux faire pour ces 18 € quand on compare avec les chiffres que je vous ai donnés précédemment. Et c'est, à mon avis, un des vrais sujets de discussion pour l'avenir, c'est-à-dire comment on peut faire que les gens ne soient plus hébergés à l'hôtel, des hôtels où ils vont rester. Ils peuvent passer dans plusieurs hôtels parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, par exemple, un hôtelier, il a de la place le week-end parce que ses représentants de commerce ne sont pas là, donc il nous dit que vous avez une chambre pour 3 jours, mais dans 3 jours, il faut bouger la famille, ce qui explique l'errance hôtelière des familles. Et quand les familles sont dans ces hôtels, y compris dans l'errance, elles peuvent y rester plusieurs années. Et on vit pas bien, on vit bien à l'hôtel quand on est en vacances, on vit pas bien à l'hôtel avec des enfants, quand il faut les scolariser, quand on se retrouve à Coulommiers, qu'on connaît pas, qu'on découvre par exemple cette région-là, et qu'on va y rester plusieurs années. C'est très difficile. Donc je pense qu'on peut mieux faire, et malheureusement aujourd'hui, ma crainte est que, en gros, le business de la pauvreté, il y a des gens qui ont compris que ça marchait bien. C'est les hôteliers, mais là aujourd'hui on voit plein d'investisseurs, y compris de fonds de pension, qui arrivent sur le marché en disant « Ah, nous, pour les 18 € on va vous faire mieux, on va vous donner un endroit où les gens pourront se faire peut-être à manger. Ou bien on va vous donner un petit déjeuner par semaine. » Alors c'est sûr, tant mieux, on va dire que ça passe de 18 à 17, quoi. Hein. Mais de fait, notre conviction, c'est qu'on peut faire mieux pour ce prix-là, notamment en construisant des modulaires, en construisant des espaces, on va reparler après des intercalaires, en tout cas où les gens seront hébergés, accompagnés dans de meilleures conditions. Merci de ces précisions. Camille Picard, vous êtes directrice territoriale à la Caisse des dépôts et consignations pour les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise. Et vous travaillez notamment sur un projet qui s'appelle 3 temporaires d'urgence, TTU, Toit temporaire d'urgence. Urbain. Toit temporaire urbain. Ah, excusez-moi. Je vais vous dire pourquoi. Justement, c'est ce que je vous demande de faire. C'est de vous dire pourquoi. Effectivement, ça peut paraître un petit peu inversé comme démarche, ce que je vous demande par rapport au thème de ce soir, mais il nous a semblé, avec l'association, qu'il pouvait y avoir une opportunité au travers de ce projet. Ça fait tout à fait lien avec ce que vient de dire Eric Pliès, puisqu'on développe ce projet avec l'association Aurore notamment, et que l'expérience qu'on a eue, nous, Caisse des dépôts, en tant que financeur de l'association Aurore sur les bastions de Bercy et sur la promesse de l'Aube à Boulogne, c'est qu'en tant que grande institution financière, on avait du mal à financer une occupation temporaire dans des conditions acceptables pour le plan de financement, et donc on a dû déjà bouger certaines lignes en interne à la Caisse des dépôts. Par ailleurs, dans notre rôle auprès des collectivités locales, on constate qu'il y a énormément de fonciers vacants aujourd'hui en Île-de-France. Notamment, on en a beaucoup discuté avec la ville de Montreuil, qui est une ville assez militante et assez convaincue sur la question de l'urbanisme transitoire, et qui, en moins d'une semaine, quand on lui a posé la question, nous a dit « Nous, on a 5 terrains qui sont vacants pour une durée de 24 à 48 mois, qui sont desservis, qui ont des réseaux, qui ont de l'électricité, qui ont de l'eau, et dont on sait qu'on ne fera rien pendant une période assez importante. » Donc on s'est interrogé en interne sur qu'est-ce qu'on peut faire pour activer ces fonciers vacants en Île-de-France, pour favoriser des occupations transitoires qui soient au bénéfice de populations en situation d'urgence, de migrants, mais peut-être pas que. C'est pour ça que je vous corrigeais, je ne me permettais de vous corriger, parce qu'on avait d'abord baptisé ce projet de TTU en retenant le mot urgence. Et fort de nos discussions avec l'ensemble des partenaires qu'on a mis autour de la table, à savoir Aurore, Plateau Urbain, l'ADRIL, c'est-à-dire le représentant de l'État en la matière, également SNCF Immobilier et la ville de Montreuil, on s'est interrogé sur l'ensemble des mal logés, ce qui fait le lien avec ce que citait M. Vic sur l'ensemble du mal logement, au-delà des gens qui sont purement à la rue, il y a aussi tous ceux qui sont dans leur voiture, tous les travailleurs en insertion, un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui mal logées et qui pourraient bénéficier d'hébergements temporaires de qualité sur ces fonciers vacants.
Donc la question qu'on a voulu se poser, c'est comment dépasser aujourd'hui des histoires singulières qui sont remarquables, qui peuvent se passer comme ça s'est passé sur les grands voisins, comme ça peut se passer également à Aubervilliers, etc., à Saint-Ouen-l'Aumône, et comment permettre un hébergement temporaire qui soit acceptable pour les collectivités locales. Parce qu'il faut se dire, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à activer ces fonciers? C'est parce que pour les collectivités locales, c'est pas évident d'aller expliquer à leurs concitoyens qu'on va héberger là des personnes, de trouver les équipements publics qui vont apporter les services nécessaires aux personnes qui vont habiter, à ces nouveaux habitants. Et donc on s'interroge aujourd'hui sur le fait de trouver une forme de solution, je ne sais pas si clé en main est le bon terme, mais qui facilite, accélère et peut-être d'une certaine façon standardise les modes d'occupation temporaire au bénéfice de l'hébergement. Et on fait l'hypothèse que si on est capable de s'engager sur des durées limitées, c'est-à-dire de dire à la collectivité on s'engage à sortir dans les 36 mois, si on est capable de s'engager sur des tailles qui ne soient pas trop conséquentes, si on est en 3e, 4e couronne, d'être plutôt sur des unités de l'ordre d'une centaine de personnes. Et si on est capable également de réfléchir sur des projets qui soient ouverts à la collectivité, c'est-à-dire qu'au-delà de l'hébergement, on est aussi, ne serait-ce qu'un jardin public, qu'un panneau de basket, au-delà on pourrait imaginer des équipements publics qui soient hébergés de façon transitoire, mais qu'on ait un plus pour les habitants environnants, on a peut-être quelque chose qui est plus facilement acceptable pour des villes moins militantes et auxquelles on proposerait d'accueillir des personnes en hébergement. Au-delà de ça, ce qu'on cherche à viser aussi par ce projet, c'est de viser une économie. Et c'est de viser exactement ce que disait Eric Pliez, à savoir laisser le maximum d'argent sur le programme social et de réduire la part immobilière, en tout cas le faire qu'elle soit le moins lourde possible dans le dispositif. Et c'est là où on se dit que si on est sur une occupation temporaire standardisée de petite taille, si on a la capacité de faire tourner, et c'est-à-dire vraiment de démonter les sites pour les réutiliser ailleurs. Parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de constructions temporaires, mais on teste encore assez peu leur démontabilité effective et leur reconstruction effective. Et si ça, on est capable de le faire avec une économie, ça veut dire qu'on peut vraiment faire un amortissement au-delà de la durée que citait Eric Pliez des 7 ans, qui sera peut-être qu'on réemploiera des constructions sur 2, voire 3 sites, et on aura une économie qui va permettre vraiment d'apporter des solutions. Et au-delà de ça, parce qu'on est ici dans une école d'architecture, on se posait la question collectivement avec tous les partenaires que je citais, de savoir si on se mettait des ambitions esthétiques à ce sujet-là. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'était surtout la qualité d'usage qui comptait. Et que cette qualité d'usage, elle emporterait une forme d'esthétique, en tout cas de qualité visuelle, et que cette insertion, elle se ferait par la qualité d'usage. Donc c'est vraiment le but qu'on poursuit dans cette expérimentation. On s'est donné 6 mois pour y travailler, on a signé un protocole début avril, on engage des études, et on espère avoir des choses plus concrètes à vous raconter à l'automne. Merci. Olivier Leclerc, avec l'agence Air Architecture et l'agence Boone Architecture, vous avez travaillé sur le centre d'hébergement de Boulogne. Et donc là, c'est sur le plan technique que je vous interroge, pour savoir la construction de ce bâtiment d'une qualité architecturale tout à fait intéressante. Techniquement, est-ce que c'était difficile? Combien de temps ça a pris? Voilà, alors, vous pouvez me raconter ça un petit peu, cette aventure. Alors, on a eu le plaisir de travailler avec Aurore sur ce projet-là, où effectivement le sujet était intéressant puisqu'on récupérait une surface qui était une ancienne route, une route déclassée, une route qui servait uniquement à un stationnement sur les bords du Bois de Boulogne. On était sur l'entrée du Bois de Boulogne, et le sujet c'était de pouvoir construire temporairement des hébergements qui aient une certaine qualité. On a eu pas mal de positions du quartier qui un peu nous mettaient en question, en tout cas en doute sur la qualité architecturale et la qualité d'insertion du projet dans le site. Et donc, ça nous a un peu forcé à nous intéresser à la qualité architecturale de ce projet, tout en préservant le côté modulaire, montable et démontable, puisque le projet ne peut pas rester que
voire 3 ans maximum. Alors, on a utilisé donc, des systèmes de construction qui sont maintenant très répandus. Hein, on va dire c'est des modules bois qui sont, qu'on utilise ailleurs en ce moment, qui sont des modules d'un gabarit routier. Hein, on va dire, ils sont de différentes normes, en tout cas ils sont gabarit routier, et qu'on peut agencer. Et là, on a utilisé un système de finition, de bardage de façade, qui une sorte de détail qui permet de mutualiser des tailles de fenêtres pour changer l'échelle du projet, de moduler un peu les hauteurs et d'en faire un bâtiment qui ressemble à un bâtiment pérenne. Quand vous voyez ce bâtiment, on se dit pas que c'est du provisoire, on ne voit pas que c'est du provisoire. On voit une œuvre, on voit un bâtiment de logement intéressant, et c'est là tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de pouvoir faire du provisoire qui sera effectivement financé comme l'expliquait Hercule. C'était peut-être pas les mêmes chiffres, hein, mais en tout cas c'était à peu près ces mêmes conditions, et qui permet ensuite de pouvoir occuper un autre terrain par la suite, un autre site intercalaire de ce type-là. Mais alors, moi, où j'aimerais bien revenir sur un point, c'est dans cette réflexion qu'on a menée avec Cyril et d'autres chercheurs, on s'est aussi posé la question de ce qu'on appelle aussi la gouvernance de ces lieux. Effectivement, comme vous le disiez, ces sites-là, ces projets-là, c'est pas tant le sujet de loger les gens, de les nourrir, de les blanchir et de s'occuper d'eux comme il faut. C'est aussi un enjeu de comment on y vit dans ces bâtiments, dans ces lieux, comment on y vit. Et ça, c'est une réflexion qu'on a menée et qu'on essaie de mener encore à bien, et on essaie de développer des solutions qui interrogent la gouvernance. En l'occurrence, là, on est sur d'autres projets. Par exemple, là, on développe un projet pour des migrants, c'est d'autres types de migrants, qui sont des migrants d'Europe de l'Est, qui sont toujours des migrants. L'idée, c'est de les faire, on va dire, participer au maximum à la construction et à la vie du lieu dans lequel ils vont habiter. Alors, pour le coup, on s'est posé aussi la question de la démontabilité. On a travaillé avec différentes personnes, différents organismes qui ont expérimenté ces sujets-là, et ils se sont rendus compte que dès qu'on monte et qu'on démonte, au final, ça ressemble vraiment à un meuble Ikea, et c'est à peine démontable une fois, 2 fois, et ça, c'est jamais remontable. Du coup, on s'est dit, on va prendre la solution différemment. On va se concentrer sur ce qui est le plus dur à construire. Le plus dur à construire, finalement, c'est la partie sanitaire, toute la partie réseau, la partie énergie, la partie cuisine, la partie toilette, production d'énergie. Et ça, finalement, on se rend compte que c'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui demande le plus de technicité, et c'est ce qui ne prend pas beaucoup de place. Hein. On va dire que tous ces équipements-là occupent à peine 16 mètres carrés dans une maison. Et ça, on se rend compte, ça tient dans un gabarit routier, c'est un module de haute technologie, on va dire, mais c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Et ça, ça s'enlève, mais ça ne se démonte pas. Ça se stocke, ça se transporte, mais ça ne se démonte pas. En revanche, toute la partie pièce à vivre, ça, on utilise le principe d'un chantier-école. C'est-à-dire que les personnes qui vont habiter dans ce logement sont embauchées comme un stage de formation rémunéré, dans lequel ils apprennent à construire cette maison, et ensuite ils vont sortir de là avec des droits, avec une technicité, donc ils ont appris quelque chose. Dans la foulée, la famille est prise en charge également, et ils sortent de là avec un bagage supplémentaire. Ils ont appris à parler français, et ils ont surtout une compétence complémentaire. Ensuite, de là, naît de ce chantier des interactions avec le quartier, des interactions avec la possibilité de trouver un emploi dans ce secteur-là ou dans d'autres. Et en se posant cette question de la gouvernance, on se pose tout de suite la question de comment on va insérer ce lieu dans le quartier et comment on va en sortir plus facilement. Donc c'est très important d'aborder ce sujet-là, puisque c'est là le cœur du problème. Effectivement, comme disait Florent-Emile, on sait comment les loger, mais on ne sait pas comment les sortir de ces logements. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas forcément la crise des migrants, c'est la crise de l'accueil des migrants. Hein, c'est je résume un peu ce que
Et donc du coup, on se pose cette question, comment accueillir et comment intégrer ces populations dans nos villes, et comment ces villes ces projets deviennent des quartiers entiers de la ville. Donc au-delà de la question de l'architecture, c'est aussi de la question de comment on interroge le processus de fabrication de ces quartiers. Donc Florian, effectivement, hébergement versus logement, quelle expérience vous avez en matière de projet de logement véritablement pour les personnes en mal logement? Question piège. Non, c'est pas hébergement versus logement, il me semble, c'est comment répondre aux besoins des personnes. La vraie question, c'est comment on répond aux besoins des personnes. L'hébergement répond à une situation d'urgence. C'est simple à dire, mais aujourd'hui, quand des personnes restent 3 à 4 ans dans l'hébergement, c'est que la situation d'urgence ne doit plus l'être. Donc c'est que normalement, ils ne devraient plus être dans l'hébergement. La question du logement, c'est comment on stabilise les personnes. C'est pour ça que je me posais la question du temporaire. J'entends la question d'acceptabilité. Après, bon, si j'étais cynique, je dirais qu'est-ce qui est le plus acceptable? Est-ce que c'est la question du temporaire ou est-ce que c'est de laisser des gens à la rue? Ça, c'est une chose. Mais c'est surtout à quoi sert de faire des solutions temporaires pour des personnes qui ont besoin de stabilité et qui ont besoin de vivre dans une ville et habiter une ville. La question, en tout cas pour moi, dans des territoires détendus, et c'est ce qu'on prône et ce qu'on peut essayer de faire au maximum, quand on se retrouve sur des questions de bidonville ou sur des questions de très mal logement ou d'exclusion du logement, c'est de se poser la question de comment on stabilise au plus vite les personnes et comment on leur permet d'entrer dans un parcours. Après que les personnes veulent partir d'une ville au bout d'1 an, de 2 ans, de 10 ans, de 20 ans, c'est une chose. Mais ça, c'est la question du logement en fait qui se pose. La question du temporaire, c'est aussi dire aux personnes, en fait, vu que le projet durerait 24 mois, dans 24 mois, vous êtes obligé de partir de cette structure, même si c'est pour aller dans une autre structure, même si c'est accompagné. Le déménagement est quand même quelque chose d'assez compliqué à imaginer pour des gens qui ont besoin de stabilité, que ça soit 6 mois, 8 mois, 10 mois, 24 mois. Elle se pose donc dans des endroits où, finalement, le territoire est tendu. Pour nous, notre grande limite, en tout cas sur la question du temporaire et du modulaire, qui sont deux choses différentes quand même, le modulaire et le temporaire, la question du temporaire, c'est de savoir à quoi ça correspond, où est-ce qu'il faut l'utiliser et comment on l'utilise. Qu'on l'utilise dans des endroits tendus où le logement social, la demande de logement social n'est pourvue qu'au bout de 4, 5, 6 ans, 7 ans, et qui fait que dans ces 4, 5, 6 ans, 7 ans, on n'a pas encore imaginé de solution satisfaisante et qu'on soit obligé de passer du coup par des parcelles, du foncier en tout cas, qui d'ailleurs n'est pas connu, qui peut être aussi du bâtiment. On a pu l'expérimenter à Choisy-le-Roi, nous, fondation en tout cas grâce avec une association, de pouvoir capter des logements qui allaient détruits dans 2, 3 ans, 4 ans même je crois, et qui permettaient aux gens de vivre dans une structure, alors de l'hébergement, puisque ce qui différencie finalement l'hébergement et le logement n'est que le bail, n'est que le fait d'avoir signé un bail et d'avoir en votre nom propre un logement. L'hébergement, c'est l'hébergement et le logement, on peut être au même endroit, être soit hébergé, soit logement, selon si on a un bail ou si on a un statut d'hébergé. Voilà. Sinon, après, on peut être accompagné dans le logement au même titre que dans l'hébergement, on peut avoir les mêmes facilités. Donc tout se joue pour moi moins dans la cellule, la question du modulaire, que dans la stabilisation des personnes par le titre qu'on leur donne. Et ensuite, l'accompagnement qui est forcément et qui doit être qualifié au regard des besoins des personnes. Je vois que je vous perds. Non, d'accord. Sur la question du modulaire, j'ai aussi une autre prévenance qui est de dire Jean Prouvé a construit pour l'abbé Pierre la maison des jours meilleurs en 60. Ça veut dire qu'on a 58 ans d'histoire du modulaire qu'on croit réinventer aujourd'hui. En tout cas, c'est pas l'attaque sur des projets particuliers, hein, c'est vraiment de dire pourquoi aujourd'hui on revient sur cette question. Et j'en viens à penser que c'est alors une solution pour des personnes dans l'urgence, en tout cas, oui, que c'est une solution dans une période où on n'a pas assez de solutions de sortie réelles, en tout cas de solutions de sortie pérennes et stables pour les personnes, oui, mais j'espère que demain on pensera plus en termes de temporaire au moins, et peut-être qu'en modulaire, oui, pour des constructions dont les personnes y trouvent satisfaction. En tout cas, j'espère qu'on aura d'autres solutions à proposer aux personnes. Et puis, en tout cas sur des projets, la question qui
se pose, c'est soit on parle du construit, on parle de la technique, soit on parle des personnes, et comme Olivier le présentait jusqu'ici, sur ce projet dont tu parlais, c'est que finalement le projet d'emploi des personnes pour le travail, pour essayer de construire, pour donner des compétences, des droits, finalement c'est ça le vrai besoin des personnes, c'est comment on peut arriver par la construction ou par d'autres schémas à pouvoir stabiliser les personnes, à leur permettre d'avoir des droits, à leur permettre d'avoir des compétences, à leur permettre d'accéder à l'emploi dans une situation stabilisée. Alors là, je vais relancer Eric Pliez sur ces questions d'insertion, parce que finalement, vous êtes celui qui a le plus d'expérience sur cette question-là parmi nous ce soir. Bon, en tout cas, je sais qu'ils sont face à une mission à part entière d'Aurore. Donc, je voulais savoir si, comment est vécu aussi par les riverains l'implantation d'un centre d'hébergement. Est-ce que ça pose des problèmes ou pas? C'est une question qu'il faut poser parce que c'est aussi une question politique qui fait beaucoup de débats. Donc, ça, en tant que gestionnaire de centre d'hébergement d'urgence, j'aimerais vous poser cette question-là. Et deux, quels sont un peu les moyens d'insertion dans le droit commun de ces personnes? C'est de pas dire trop de banalité. Nous, notre problème quotidien, c'est effectivement de trouver des terres d'accueil. Je pense que pour en trouver, déjà, il faut avoir un soutien politique fort. Quand l'État a dû résoudre la crise des campements parisiens, l'État a décidé qu'il mettrait à contribution l'ensemble des communes de l'Île-de-France, et nous avons trouvé des sites que nous ne trouvions pas avant, dans des communes qui, avant, ne voulaient pas de nous. Donc, l'impulsion politique, elle est déterminante. Ensuite, bah oui, ce qu'on déplore au quotidien, c'est que, en gros, là où il y a des espaces, des ouvertures, je citais Montreuil tout à l'heure, c'est les communes qui sont déjà très chargées en social, et là où il y aurait des espaces à prendre, on a les plus grandes difficultés, parce que rien légalement n'impose, ou très peu, aux maires. Il n'y a pas de loi SRU pour l'hébergement, on va dire pour faire simple. Donc voilà, donc c'est à la bonne volonté. Alors, c'est-à-dire que c'est vraiment une difficulté quotidienne. Après, on l'a dit, je le redis, pour moi, l'hébergement devrait être là. Le dernier filet, la petite portion pour ceux qui, on va dire, qui tombent à un moment donné, mais effectivement, aujourd'hui, il faut défendre le droit, l'accès au logement pour tous. Dès lors que ce logement est accompagné, on voit aujourd'hui à travers plein d'expériences que les gens peuvent tenir dans des logements pour une immense majorité. Donc notre problème, quand on monte de l'intercalaire, quand on monte du modulaire, c'est d'abord qu'on a un problème de crise du logement sur des zones comme l'Île-de-France. Moi je trouve scandaleux qu'aujourd'hui, dans des territoires, peu importe, comme l'Auvergne, le Massif central, on a encore des recours à l'hôtel, alors que des logements vides, il y en a partout. Donc ça c'est aussi une question à se poser. La crise en Île-de-France fait qu'on n'est pas sorti, qu'on ne sortira pas demain, ni dans les jours qui viennent, je citais tout à l'heure les chiffres des hôtels, de ces dispositifs temporaires qui sont effectivement nécessaires pour ne pas laisser les gens dehors. Donc, qu'est-ce qu'on apprend en ce moment? On apprend effectivement qu'on peut dépasser les premiers rejets, simplement en démontrant que les gens, leur envie, c'est d'abord, une fois qu'ils sont chez eux, c'est d'abord de s'insérer, c'est d'abord de faire leurs affaires, et puis notre boulot à nous, c'est de les accompagner pour que ça se passe le mieux possible. Porte de Passy, dans le 16e, que nous citions tout à l'heure, il y a eu donc un phénomène massif et assez exceptionnel d'ailleurs de rejet dans ce quartier de la grande bourgeoisie. Je vous invite à l'occasion à lire la petite BD qui s'appelle Panique dans le 16e, elle reflète assez bien l'ambiance de l'époque. Aujourd'hui, après un peu plus d'un an et demi maintenant d'installation, aussi parce que les enfants sont insérés dans les écoles, aussi parce que du coup, voilà, il y a des échanges naturels qui se font, et bien aujourd'hui, la mairie du 16e vante l'intégration de ce centre dans son journal municipal, ce qui me semble de bonne augure, pour demander une prolongation aux 3 ans initiaux de cette installation. Donc c'est aussi simplement en vivant là, en devenant des citoyens du quartier, qu'on va démontrer, et puis en accompagnant les gens, qu'on va démontrer qu'on prend toute notre place. C'est aussi en répondant aux besoins du quartier. On a un monsieur dans ce centre qui
vivait dans le début du bois de Boulogne, sous une espèce de bâche depuis plus de 10 ans. Il a intégré le centre, ça a mis longtemps. Au début, il faisait des allers-retours, dormait par terre. Et puis aujourd'hui, voilà, il est inséré avec ses problèmes à lui, bien sûr, hein, dans le centre. Et on démontre aussi au quartier que ce centre a une utilité directe pour lui. L'autre exemple qui me semble, je m'arrêterai là-dessus, hein, c'est effectivement celui des grands voisins, qui est quand même une expérience un peu unique dans la mesure où nous, quand on a repris le site des grands voisins, c'était très aléatoire. On récupérait 60 000 m², on récupérait des bâtiments qui n'allaient pas tous très bien, parce que nous ne voulions pas perdre les 300 places d'hébergement qu'on avait sur place. Et ce qui a réussi, l'alchimie qui a marché, c'est l'alchimie qui a mélangé plateau urbain et son savoir-faire en matière d'occupation de bureaux pour des, on va dire, des entreprises, des associations, des porteurs de projets. Et puis c'est Yes-We-Come avec sa capacité d'animation et d'ouverture sur le site. Et ce qu'on démontre sur ce site, c'est qu'on peut occuper du transitoire d'une autre manière, qu'on peut l'occuper dans un partenariat étroit, surtout dans une ouverture. Et ce qui me semble le plus intéressant dans cette expérience, c'est tout ce mélange, et c'est qu'effectivement, ce lieu est devenu un lieu fréquenté par le quartier, pas seulement par les jeunes qui viennent boire des bières aux côtés des concerts, mais aussi par les familles qui viennent se promener tout simplement le week-end. Et c'est un lieu du coup qui devient un lieu d'échange et un lieu ouvert sur la ville où notre centre d'hébergement, nos centres d'hébergement, 600 personnes hébergées sur le site jusqu'à fin décembre, n'est pas un lieu de relégation, n'est pas un lieu ghetto, c'est un lieu où on est des citoyens d'un quartier, et je pense que ça, c'est exemplaire pour la suite. Merci. Olivier, vous avez eu à intervenir avec les bâtisseurs de cabanes sur des chantiers écoles, et ce qui m'intéresse là aussi, c'est que c'était des interventions très concrètes sur le terrain, sans attendre les procédures administratives, sans attendre les autorisations d'urbanisme. Ça vous intéresse aussi, vous, en tant qu'aménageur. Qu'est-ce que vous avez pu faire, ce qu'on peut faire à la marge des réglementations? Au niveau sécurité, au niveau... qu'est-ce qui vous a poussé à travailler sur par exemple, l'escalier porte de la Chapelle? Ah oui, alors ça c'était une expérience assez intéressante, puisque ça rejoint un peu l'étude qu'on mène, dont Cyril parlait, où une partie de comment prendre en compte ce sujet, ce problème, c'est aussi quelquefois la stabilisation alors bien sûr le moins longtemps possible, mais d'un bidonville. Alors un bidonville, c'est de loin, c'est pas du tout l'idéal, de loin là de vivre. Mais quand un bidonville est démantelé trop rapidement, sans solution, on a des gens qui se retrouvent éparpillés sur les trottoirs, dans des situations encore pires que celles qu'ils avaient dans les bidonvilles. Et pour ça, effectivement, ils sont un peu chassés et attaqués sur certains points. Alors, ce qu'on a fait sur ce bidonville-là, c'est le bidonville de la Chapelle, de la porte de la Chapelle, vous savez, qui occupait donc les rails de la petite ceinture. Il avait été un peu attaqué parce qu'il disait attendez, s'il y a un incendie là, ça va se propager très vite d'une maison à l'autre, et ils seront pris au piège dans ce grand trou, hein, qui est la petite ceinture, qui est en contrebas par rapport à la rue. Et en plus, ils n'ont pas accès aux toilettes, ils n'ont pas accès ils ne peuvent pas évacuer, ils n'ont pas accès aux poubelles pour déposer leurs ordures, et donc c'était un prétexte un peu pour évacuer. Et nous, on s'était dit, écoutez, si ça tient qu'à ça, on va vous proposer une petite intervention qu'on a appelée, nous, en fait, de l'acupuncture urbaine. Hein, c'est-à-dire ces toutes petites interventions qui sont positionnées à des nœuds stratégiques, un peu comme une acupuncture sur le cœur humain, et qui peut faciliter et faire circuler une forme d'énergie. Et là, cette énergie, c'était de pouvoir juste créer un escalier qui ne va pas coûter très cher, qu'on a construit avec les gens sur place, qui étaient volontaires, qui ont compris l'intérêt de cet escalier. Cet escalier servait, à évacuer, puisqu'on a fait un escalier bien construit aux normes, évacuer en cas d'incendie. 2, qui leur permettait d'aller déposer leurs ordures sur la voie publique, puisque du coup la mairie a disposé des bacs de ramassage d'ordures, qui permet d'améliorer un peu l'hygiène sur ce bidonville, et surtout
de faciliter l'accès des associations humanitaires qui venaient les aider, c'était les médecins du monde, etc. Il y avait beaucoup d'associations qui venaient, et surtout de pouvoir accéder aussi à des toilettes qui étaient disposées plus loin. Donc rien que ce petit escalier a généré toute une modification de la vivabilité, si on peut dire ça comme ça, de ce bidonville. Alors ensuite, on a préconisé de démolir certaines cabanes. Toutes les 5 cabanes, on a proposé d'en démolir une pour éviter que le feu se propage. On a fait demander des extincteurs à la ville qui les a fournis. On a donc insisté pour qu'il y ait plus de poubelles, plus de toilettes, etc. Et finalement, ça a permis de... Voilà. Alors, c'est pas vraiment, on est dans le prolongement d'une situation provisoire inacceptable, mais qui est moins inacceptable que finalement on se retrouvait comme moi à la rue, sous la pluie, avec une famille, plusieurs enfants. Et ça, c'est juste pour, quelque part, négocier un temps supplémentaire, le temps de trouver une solution plus pérenne. Alors, soit en hébergement, soit en logement plus pérenne. Et effectivement, c'est là que je rejoins tout à fait Florian. Ok, l'hébergement, ça peut avoir un intérêt, mais c'est pas la panacée. On veut que les personnes puissent construire leur vie, se construire dans un quartier, se projeter dans l'avenir, ne plus être toujours dans le questionnement de où je vais dormir le mois prochain ou dans 3 mois. Et donc se construire soi-même, construire sa vie, et se construire sa vie, on le fait dans un quartier. Malgré tout, je pense qu'il y a quand même cet hébergement temporaire a aussi son intérêt, et ça, je pense que Laurent le fait bien, il y a aussi une phase d'accompagnement des personnes qui ont vécu à la rue, qui ont vécu souvent des traumatismes assez graves, que ce soit des migrants qui ont parcouru les terres et les mers, que ce soit des personnes qui ont été à la rue, qui ont vécu longtemps. Il y a aussi parfois ce temps d'adaptation qui peut se faire de différentes manières, mais qui est aussi un temps de soins, d'accompagnement. On voit que beaucoup de personnes souffrent de troubles, de traumatismes liés à ces expériences qu'ils viennent de vivre. Et pour pouvoir accéder ensuite à un logement pérenne, il y a aussi ce temps d'adaptation. C'est vrai qu'il y a aussi ce moment transitoire d'hébergement qui est aussi un moment d'accompagnement et qui permet aux personnes qui ont été traumatisées de se reconstruire pour être prêtes à accéder à un logement pérenne. Donc voilà, c'est là qu'on a l'idéologie du logement d'abord, et après on est confronté à la réalité qui est entre le moment où on est à la rue et le moment où on est dans un hébergement pérenne, il y a aussi ce moment transitoire où l'hébergement joue un peu son rôle aussi. Oui, dans le prolongement de ce que dit Olivier Leclerc, moi, je voudrais parler d'une expérience qu'on a actuellement à Mayotte. C'est-à-dire qu'effectivement, on dit l'hébergement, c'est le rôle de l'État, et puis il y a des tas de cas où l'État ne le fait pas. Hein. Alors, voilà. Alors, à Mayotte, à la ville de Mamoudzou, à Kawéni, il y a des élus locaux un peu pragmatiques qui se sont dit justement, est-ce qu'on va pas... est-ce que le problème, à savoir le bidonville, ne peut pas être partie de la solution? Et donc là, avec l'association Accessité, on les accompagne. C'est-à-dire que, je crois que l'année dernière, il y a eu 10 logements sociaux qui ont été construits à Mayotte. Quand il y a des besoins qui se comptent en milliers. Et donc là, il y a un travail qui est mené dans un bidonville à Kawéni. D'ailleurs, cet endroit dont... C'est toujours pareil, il faut se méfier quand on lit dans la presse qu'un endroit est un lieu absolument infâme, etc. Quand on va aller voir de plus près, les choses sont plus complexes et riches, et parfois d'ailleurs ont aussi leur part de positivité. Et justement, on travaille là, dans ce quartier qui est un bidonville, clairement à la base, mais qui a il y a certaines maisons qui se sont solidifiées. Il y a des gens qui ont leurs papiers, qui sont là depuis longtemps et qui ont commencé à transformer leurs maisons et qui ont des maisons en béton assez bien construites. Et là, il y a eu... Alors justement, on tombait dans toute une série de trous administratifs par rapport aux logiques habituelles. Parce que les gens étaient ce qu'on appelle sans droit ni titre.
occupaient les lieux sans droit ni titre, et donc toutes les politiques d'amélioration, type amélioration de l'habitat, etc., ne s'appliquaient pas. Alors, la solution qu'on a trouvée, c'est de travailler à partir de l'espace public. C'est-à-dire qu'on travaille sur des aménagements, on met en place une série de cheminements, d'escaliers qui desservent le bidonville et dans lesquels circulent les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau usée, les réseaux d'eau neuve, et qui passent un petit peu partout, et toutes les maisons peuvent se brancher par rapport à ça et aller dans le sens de l'amélioration. Alors là, justement, on est dans une ambiguïté politique, on est dans un de ces trous légaux, mais justement qui permettent de dépasser cette logique hébergement, bidonville, logement, mais de créer les conditions pour que le bidonville devienne finalement un quartier de la ville. Donc, encore une fois, ce qu'il y a, c'est qu'on doit s'insérer dans des ruses, mais on est toujours dans la légalité par rapport à ce que disait Olivier Leclerc tout à l'heure, mais on est dans les angles vides. Il y a néanmoins, il faut le savoir, un député absolument brillant de la Guadeloupe qui s'appelle Serge Letchimy, c'était le successeur d'Aimé Césaire et de Patrick Chamoiseau, c'est-à-dire qu'il connaît très bien l'histoire, vous connaissez l'histoire de Texaco et du bidonville, des bidonvilles des Antilles, et donc a créé une loi qui s'appelle la loi Letchimy, qui justement vise à l'amélioration du logement pour les gens qui sont sans droit ni titre. Alors le problème de cette loi, c'est qu'elle n'a pas tellement été appliquée pour le moment, mais surtout, c'est qu'elle n'est prévue que pour les dom-toms. Et nous, une des choses sur lesquelles on milite, c'est de se dire, si l'État est défaillant en France métropolitaine, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder cette loi Letchimy et se poser la question de son application en France métropolitaine? Et donc ça, avec le droit à l'expérimentation, qui est inscrit dans la Constitution depuis 2003, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait envisager en métropole. S'appuyer sur la loi. Oui, avec le permis de faire. Avec le permis de faire, le droit à l'expérimentation, ça pourrait peut-être éventuellement être un nouveau cadre juridique sur lequel on pourrait continuer à travailler. Et là, je me tourne peut-être aussi vers vous, parce qu'effectivement, on voit bien que là, on est dans l'invention, non seulement du droit, mais l'invention aussi de financement. Là, par exemple, il joue en fait sur la loi, comment ça s'appelle, Barnier, sur les fonds Barnier, parce qu'on est en zone de risque naturel. Donc là, c'est là qu'ils ont trouvé leur financement. Et il y a des tas d'autres cas où on se dit comment on pourrait financer ça, quoi. Juste pour répondre sur le sujet du provisoire et pas du provisoire, c'est un débat qui est très intéressant et c'est d'autant plus intéressant que pourquoi est-ce que nous on en est venu à proposer le projet que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'à l'inverse, aujourd'hui, beaucoup de propriétaires fonciers, notamment un de nos partenaires qui est SNCF Immobilier, ont des fonciers vacants qu'ils occupent, et je pense que certains d'entre vous sont allés à Grand Train et pratiquent Grand Control, et la question que se pose SNCF, la question de responsabilité d'ailleurs sociale, c'est pourquoi est-ce qu'on est capable d'activer, de dépenser de l'argent pour faire venir des gens qui vont venir boire des bières, et pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi capable de mettre à profit ces sites pour des causes urgentes, qui est la cause de l'hébergement. Et donc c'est intéressant parce qu'effectivement j'entends tout à fait la question du parcours des habitants, et qu'évidemment l'objectif et de pouvoir être dans du logement définitif. Pour autant, aujourd'hui, il y a des personnes, et pas que des personnes qui sont à la rue en difficulté, qui peuvent aspirer à habiter dans des sites un peu intercalaires, un peu innovants, et même de l'hôtellerie qui est sans aucun but social, aujourd'hui s'installe sur des sites de cette nature. Vous aurez peut-être l'occasion d'aller à Arles cet été, et il va y avoir un site développé de cette nature, justement avec des formes de tipi qu'organise justement la SNCF parce qu'il y a des besoins ponctuels de logement à l'occasion de manifestations. Et donc c'est intéressant aussi de se dire, peut-être que ces occupations temporaires, elles sont aussi
porteuses d'usage et de qualité qui peuvent intéresser des personnes en insertion, mais aussi des étudiants et aussi temporairement des familles, que ça. Donc il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur le fait que le temporaire n'est pas forcément dégradant et qu'on peut réussir à avoir un temporaire standard auquel les uns et les autres peuvent, je dirais, dignement habiter. C'est important. Parce que le temporaire standard, de toute façon, le temporaire standard est de toute façon mieux que la rue et mieux que l'hôtel. On vit mal à l'hôtel, je l'ai dit tout à l'heure, et je le redis ici. Et donc, oui, c'est important, et c'est important notamment pour tous ces gens, puisque c'est le sujet de la soirée, tous ces gens qui sont, moi je dis, en droits incomplets, ces gens qui sont arrivés, par exemple, ces familles, ces femmes, familles monoparentales, qui sont avec des enfants nés sur le territoire, qui sont ni expulsables, parce qu'elles ont les enfants, parce qu'elles sont malades, ni régularisables, parce qu'il faut attendre 5 ans, et souvent beaucoup plus, avant d'être régularisés. Et ces gens-là, plutôt que les laisser dehors, plutôt que les laisser à l'hôtel, oui, je pense qu'il y a du sens, aujourd'hui, à les installer dans ce type de dispositif. Merci. Je voudrais donner un peu la parole, je rends la parole à la salle, savoir si vous avez des questions à poser, si vous avez des remarques à faire, des démarches, n'hésitez pas. Bonjour, vous avez cité le projet des grands voisins et de la promesse de l'eau, qui sont des projets temporaires. Pourquoi ne pas avoir appliqué le même type d'activité à la promesse de l'eau qu'aux grands voisins, par exemple? Est-ce qu'il y a un problème d'échelle ou de budget? Je ne sais pas. C'est clairement un problème d'échelle, hein, de capacité. Et ce qu'on essaie de faire, par exemple, sur Bastion-Bercy, notre autre projet en modulaire, là, on a laissé des espaces pour rez-de-chaussée, pour accueillir les entreprises et pour avoir toute une partie culturelle, notamment Petit Bain, sur l'animation. Mais voilà, on ne peut pas le faire partout, mais quand on peut le faire, je pense qu'il faut vraiment maintenant l'avoir en tête pour les associations. Bonjour, bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier pour certains aspects que vous avez émis, certains exemples. La semaine dernière, on parlait de la pédagogie civile et c'est quelque chose qui, je pense, manque énormément dans notre société. Et ce soir, vous avez montré beaucoup d'aspects positifs, optimistes, qui peuvent souvent manquer, mais vous avez peut-être peu parlé de la politique mise en place aujourd'hui par les préfectures et par le gouvernement. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans ce monde peut-être assez optimiste qui ressort de tous ces questionnements architecturaux et humains. Et voilà, je veux savoir si vous pouviez réagir. On va être encore optimiste. Non, effectivement, il y a beaucoup de politiques particulières territoriales discriminantes, parfois aussi problématiques, parfois créant de la précarité, renforçant la précarité. On est d'accord, et notamment sur des questions en tout cas des personnes extra-européennes, migrants, réfugiés. Il y a des politiques menées qui aujourd'hui sont plutôt excluantes. D'accord, c'est un peu ça dont on parle. On parle aussi, et on parlera sûrement plus facilement que moi, de la circulaire du 12 décembre de M. Colomb, qui était dans l'idée d'aller voir dans l'hébergement qu'il y avait, puis si les personnes ne répondaient pas aux critères de faire ces fameux droits incomplets, de pouvoir les renvoyer, si on pouvait les renvoyer. Le pouvoir étant discrétionnaire, en plus des personnes, par exemple, du Soudan, dans des pays du Soudan du Sud en guerre, ont pu être envoyées quand même dans ces pays-là, donc ce pouvoir est discrétionnaire. Il y a quand même quelques petites pointes positives. J'ai parlé du logement d'abord. Ça ne concerne pas que des gens qui auraient des droits complets forcément. On peut l'imaginer comme un principe permettant aux gens de trouver une stabilité, quels que soient ces droits, et pouvant à un moment, alors après on verra si on peut comment stabiliser les personnes, est-ce qu'elles seront renvoyées ou pas, mais bon,
Il y a le logement d'abord, de principe, dit déjà on va essayer de stabiliser, on va essayer de voir si on peut compléter, on va donner du temps aux gens. Ça c'est une chose qui contredit un peu aujourd'hui ce qui est fait sur la question du temps, parce qu'on essaie d'accélérer l'asile et les procédures d'asile. Mais c'est dans ces grands écarts que se nichent aussi les choses positives et les choses négatives, certes. Il y a un deuxième point, il y a aussi la question de la résorption des bidonvilles. Il y a une circulaire qui est sortie 25 janvier. C'est ça, hein? Parce qu'aujourd'hui j'étais sur un débat, on parlait de février. 25 janvier 2018, qui parle de la résorption des bidonvilles. Et qui parle justement pas des questions de nationalité des personnes. Elle part du principe de, quand il y a un bidonville, il faut le résorber et il faut trouver des solutions les plus pérennes qui soient pour les personnes, et les accompagner. Voir la première ligne en fait, qui est donnée dans les solutions, c'est le logement. Alors nous, ça nous plaît bien, mais justement, d'essayer de résorber, de passer les personnes le plus rapidement possible vers le logement et de les accompagner dans ce logement. Il y a quand même... C'est pour ça que je voulais faire le positif, c'est que en fait, toutes ces politiques un peu négatives, d'exclusion, tout ça, elles existent depuis longtemps, elles se renforcent, mais à des endroits, elles ne changent pas tant que ça, en fait. En tant que telles, elles n'ont pas changé, elles accélèrent, elles créent toujours d'exclusion. Ça fait, je dis, 25 ans que nous, on parle des exclusions générales, de la précarité, quelle que soit la nationalité des personnes, quelle que soit la situation des personnes, en tout cas la seule situation, c'est celle de la précarité. On voit les chiffres augmenter, et on est d'accord. Par contre, il y a quand même ces points positifs. Les bidonvilles, c'est 25 ans, on va dire que c'est 25 ans de réapparition médiatique. On est enfin une circulaire. Il faut du temps pour tout ça et pour que ça sorte au niveau des politiques publiques. Je pense que voilà, c'est. Eric parlera de celui de décembre, mais. Je voudrais juste rebondir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent en deuxième situation Dublin, où ils se retrouvent à attendre 18 mois à la rue, où le bidonville n'est même pas en fait quelque chose qui arrive. Ils sont dans l'immédiat. Tous les jours, il faut trouver un toit. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps. Ils arrivent en France, ils ne savent pas quel est le bidonville vers lequel ils pourraient aller, quel est le squat vers lequel ils pourraient aller. C'est des politiques qui mettent les gens dans une situation très isolée. Et voilà. Ça je partage, hein, à la Fondation de Pierre, on travaillera ensemble, mais il n'y a pas de souci, on partage ce constat, effectivement, c'est que c'est comment on essaie de trouver les solutions, comment on essaye aussi d'appuyer des endroits où, dans ces failles-là, qui se créent entre ces différents Dublin, pour l'anecdote aussi, à Calais, quand les CAO ont été créés, elles permettaient de ne pas dubliniser les gens. Juste pour ceux de Calais par contre, parce que ceux de Grande Sainte qui venaient dans les CAO, ils étaient dublinisés. Bon, c'était les fameuses catégories qu'on créait des fois. Calais était plus important que Grande Sainte à ce moment-là. Mais on a pu dédubliner les gens. Il y a des leviers, des endroits, on a pu dédubliner. Et le gouvernement, du coup, malheureusement, a démontré qu'il pouvait le faire aussi. Et c'est sur ça qu'il faut appuyer. Il faut appuyer sur le fait qu'on puisse dédubliner. Bon, ils en parlent aujourd'hui en plus de remettre tout ça en question parce qu'ils se rendaient compte que. Alors, je ne sais pas si c'est l'Italie surtout et la Grèce qui étaient moins contentes de Dublin puisqu'on les renvoyait plutôt vers ces pays-là. Et puis on s'est aussi rendu compte, la France s'est rendu compte dans les statistiques qu'elle renvoyait 2000 personnes et elle en recevait 2000 personnes. Peut-être que humainement c'était pas forcément. Il y avait 2000 personnes qui ne voulaient pas être en France qui arrivaient en France et 2000 personnes qui ne voulaient pas être dans le pays, qui étaient renvoyées dans le pays, etc. qui voulaient être en France. Je pense qu'il y a des choses qu'il va falloir faire levier. Voilà, c'est où on a permis de dédubliner, donc c'est un levier qu'il va falloir réactiver. Si je ne croyais pas ça, je ne travaillerais pas à la Fondation de Pierre et puis j'irai ailleurs. Mais voilà, je ne sais pas à quoi dire de plus. Oui, et aussi, nous là on va travailler à Marseille. Et alors, je ne sais pas par quel miracle, parce que la circulaire du 25 janvier 2018, elle a été signée par tous les ministres. Tous. 8. Ouais, enfin 8, ok. Dont M. Combe. Donc, disons. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a été signée, puis en Ile-de-France, ils continuent à tout casser, à mettre les bidonvilles, à virer les squats, etc., etc. Il y a un endroit, à ma connaissance, en France, où c'est différent, c'est à Marseille. Je ne sais pas par quel miracle. Alors, peut-être justement un peu comme à Mayotte, où on prend acte de la faiblesse de la réponse publique et de l'État et de la défaillance de certains services publics. La préfète à l'égalité des chances de Mayotte travaille avec Architectes sans frontières Marseille et Médecins du Monde et a acté
la sécurisation d'un certain nombre de bidonvilles sur lesquels il y a des travaux qui se mettent en place. On est tous horrifiés, dégoûtés de ce que vous disiez, de ce qui se passe à la Villette, etc. Nous, ce qu'on essaie de dire, et c'est peut-être aussi cette réunion, elle est peut-être aussi ça, c'est de se dire, mais il y a des dispositifs légaux qui existent et qu'il faut activer. Quand Damien Carême a décidé de construire le camp de Rantzin, il est passé dans une niche légale, à savoir que c'est le maire de la ville qui décide des permis de construire. Et il est passé entre les gouttes, etc. Et le camp, encore une fois, il n'était peut-être pas bien le camp, mais comme je disais Eric, c'était mieux que la forêt où ils sont retournés. Les gens sont actuellement dans le bois du Puy-Touc à Grande-Sainte. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, on prend où on peut les petites choses et on s'appuie dessus et on appuie et on tient. Et c'est tout ce qu'on peut faire, mais il faut s'appuyer sur le droit, quitte à et tenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cet échange. En fait, c'était juste une petite remarque sur le plan de la sémantique. En fait, quelque chose qui me surprend, c'est l'usage du terme de migrants. Parce que vous l'aviez évoqué au début de votre intervention. En fait, c'est comme, par l'usage de ce terme, comme si il y avait une sorte de déterminisme du transitoire, en fait. C'est-à-dire que les personnes sont migrantes, c'est-à-dire sans cesse en train de... migrantes. Et je me demandais en fait si au niveau des discours, on ne pouvait pas aussi changer les réponses en changeant les termes. Et peut-être en parlant d'arrivée, en parlant simplement d'immigrés, et en disant voilà, ils sont là, et l'enjeu c'est de les stabiliser, de les insérer, comme vous l'avez évoqué maintes fois. C'est juste une remarque par rapport à l'usage du terme de migrant, et peut-être que dans la manière dont on parle avec les hommes politiques, aussi c'est une manière d'orienter déjà la réponse qu'ils ont. Voilà. Tout à fait. Cette remarque a été faite mardi soir à la conférence sur le parcours en fait, particulier des personnes en exil, où effectivement Emmanuel Blanchard de l'association Libre Europe a bien souligné le caractère un petit peu orienté et aussi le changement de vocabulaire qu'on a remarqué avec l'apparition du terme migrant. La circulaire bidonville est notamment née de ce changement de mot, par exemple. La circulaire de résorption de bidonville est née de ce changement de mot. Il y a 10 ans, on parlait des Roms. Toute personne qui vit en bidonville est un Rome, en gros, et tout Rome vit en bidonville. C'était un peu le gros parallèle qui était fait. Puis ça s'est affiné la connaissance, et puis on s'est rendu compte que finalement, d'un, c'était pas vrai, deux, ça ne donnait aucune solution de parler de Rome ou pas de Rome, ou quel que soit, et que tout l'enjeu des associations, et c'est né surtout en 2015 parce qu'il a fallu, ça a été de dire, mais en fait, campement illicite, déjà, comme je disais, vous dites que c'est illicite, c'est-à-dire que les gens sont victimes avant d'être coupables, à l'inverse, ils sont coupables avant d'être victimes dans des accueils ou une situation de précarité. Campement, ça renvoie au fait que c'est des gens nomades, et du coup, ça renvoyait beaucoup à toute la représentation sur genre du voyage, etc. Alors que c'était des personnes qui construisaient quand même des maisons, en fait, qui étaient a priori plutôt sédentaires de base. Et par ailleurs, vous faites le parallèle avec que ce soit que des Roms. D'ailleurs, la circulaire de 2010 d'Hortefeux disait il va falloir en gros évacuer les campements, spécifiquement ceux des Roms. Bon, elle a été retoquée par le Conseil d'État, c'est devenu en 2012, il va falloir évacuer les campements.
2018, on arrive à la résorption des bidonvilles. Et tout l'enjeu était justement de faire passer le mot campement évacuer le mot rome, puisque de toute façon c'était ethnique, on n'a pas le droit de parler d'ethnie en France. Et la deuxième, c'était de passer de campement illicite à bidonville. Pourquoi? Parce que si on parlait de bidonville, dans l'histoire, la France les a résorbés. Les campements, il faut les démanteler. C'est deux choses, c'est deux mots différents. On résorbe les bidonvilles, on démantèle les campements. Et quand la DIAL a commencé à parler bidonville, aujourd'hui dans la circulaire on parle de deux choses, on parle bidonville et campement parce qu'elle réintègre une autre circulaire qui parle encore de campement, mais sinon elle ne parlerait que de résorption des bidonvilles. On rentre dans la résorption des bidonvilles et on résorbe des situations de mal logement, on ne résorbe pas des gens. La DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement, qui est une intergouvernementalité, c'est une structure intergouvernementale entre notamment les 8 ministres qui ont signé la circulaire, qui travaille sur les questions de logement et d'hébergement, à la fois sur la résorption des vides hôtelières, sur les gens du voyage, sur les bidonvilles, sur toutes ces situations en tout cas de mal logement au niveau de l'État, et qui doit faire le lien entre tous les ministères qui sont concernés. Un bidonville, ça concerne l'école, ça concerne la domiciliation, ça concerne les aides sociales, ça concerne le logement, ça concerne etc., le travail, et donc tous ces ministères, jusqu'ici, chacun des ministères donnait un peu ses prérogatives. La DIAL a été formée pour essayer de mettre tout le monde autour de la table, pour essayer de résorber des situations globales que sont les bidonvilles, par exemple, ou d'autres situations. Oui, toujours en termes de sémantique, d'ailleurs, par rapport à bidonville et campement, il y a une chose qui m'intéresse, qui est assez intéressante, c'est que dans les dom-tom, on ne parle pas de bidonville et de campement, mais on parle de quartier spontané. Et ça, j'aime beaucoup ce terme parce que justement, il est porteur de plusieurs choses assez positives par rapport justement au statut de ces lieux. J'avais une question par rapport plus à l'architecture. Peut-être par rapport à M. Leclerc, sur votre projet à Boulogne, c'était de savoir quelles avaient été les réflexions par rapport aux espaces justement nécessaires. Enfin, comment est-ce qu'on réfléchit à cet accueil d'immigrés, si je ne me trompe pas de terme, et aussi pourquoi finalement les espaces de l'hôtel sont pas bien pour accueillir ces gens-là. Qu'est-ce qui fait que c'est des espaces qui sont mal conçus et qu'est-ce que vous avez mené un peu comme réflexion sur les seuils entre la différence entre l'espace intime d'une famille jusqu'à l'espace de la rue qui finalement peut-être un peu... Alors justement, on s'était beaucoup interrogé sur ce sujet-là, puisque le sujet de départ, c'était créer des... Alors on appelle ça cellules, mais en fait créer des chambres de deux types. Une chambre pour les familles, une chambre pour les personnes seules, individuelles. Et puis, la réflexion s'arrêtait à ça, finalement. Et nous, on s'est dit, mais il faut se poser quand même la question de ces moments où on peut échanger. Donc, les personnes avaient des repas qui sont livrés, mais on se dit, ils peuvent aussi avoir la possibilité de cuisiner. Donc, au pied de chacune de tous les 50 logements, on va dire, il y a une cuisine qui est collective, un espace qui est collectif, et on a aussi proposé d'ajouter dans les étages des espaces non affectés, qui ne servaient à rien. Ces espaces étaient matérialisés par un autre matériau qui n'était pas du bois, plus transparent, plus lumineux, et ces espaces pouvaient être soit des salons collectifs, soit des pièces dédiées à quelque chose, soit des lieux de rencontre, enfin bref, c'était pas affecté, c'était pas défini. Et au fur et à mesure, certains ont servi de couloirs élargis, on va dire, comme une sorte de lieu de rencontre, certains sont transformés en salles proprement dites d'activité, d'autres sont transformés en... Voilà, et au fur et à mesure, le directeur actuel de la province de l'Aube trouve encore dernièrement des idées de justement pour faire des formations avec des artistes du coin pour créer de la vie avec l'extérieur. Alors c'est vrai que initialement, nous il y a une partie, donc il y a des
petits bâtiments de logement, et il y a une partie plutôt administrative. Là, au début, on avait proposé de faire des choses plus, plus ouvertes. On avait proposé de faire une sorte de local associatif, voire même un cafétéria, quelque chose qui puisse s'ouvrir, créer une interaction avec les gens du quartier, etc. Mais vu le dialogue et l'accueil qu'on a eu de ce projet, on a un peu été refroidi dans cette démarche. Et finalement, c'est devenu un bâtiment d'accueil et administratif classique. Mais effectivement, par contre, ces lieux, c'était un peu comme une petite victoire quelque part d'avoir pu proposer des espaces non définis qui puissent laisser la liberté d'appropriation. Et ensuite, voilà, c'est ces petites choses qui font qu'on arrive à apporter un peu d'humain, un peu dans ces lieux. Voilà, c'est ces choses-là qui font que c'est pensé encore une fois comme de l'hébergement. Hein. Les gens n'y restent pas. Bonsoir. Je voulais juste savoir quels étaient les leviers dont vous disposez, que vous voudriez avoir pour mobiliser la vacance, les logements vacants en faveur de mal logés. On a fait un rapport sur la vacance. C'est compliqué parce que c'est une fausse bonne idée la vacance. Il y a des leviers à appliquer, il y a de la vacance de foncier, et je pense qu'effectivement, comme on disait, il y a des endroits où on peut le lever, mais c'est qu'une question de volonté, c'est quand même fortement une question de volonté politique, hein, la vacance, notamment des opportunités foncières. Quasiment tous les projets dont on a parlé là, et quasiment, et nous tous ceux qu'on soutient, c'est toujours des contingences politiques, etc., un texte qui a mieux. Bref, la vacance c'est pareil, les leviers sont plutôt de la volonté politique. Par contre, il y a un stock de logements énorme vacants. Souvent on parle du logement vacant et que la possibilité serait il y a assez de logements vacants pour en gros résorber une grosse partie de la précarité. Par contre, comme on le disait, il faut savoir où c'est. Et beaucoup de ces logements vacants sont en fait vacants parce qu'il n'y a plus d'emploi dans ces endroits-là, il n'y a plus d'activité dans ces endroits-là, il n'y a plus en fait de ce que les urbanistes doivent faire attention, c'est une question de l'habiter. Habiter un territoire, c'est quoi? C'est avoir des activités, c'est avoir des possibilités de services, c'est pouvoir se déplacer, c'est pouvoir... voilà, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on a un rapport au territoire et que ce territoire nous permet d'avoir un rapport avec lui. Et ces logements vacants, s'ils sont vacants, pour partie, c'est pas anodin. Ils sont dans des endroits où, si vous mettez quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il n'en trouvera pas plus, il ne pourra même pas se déplacer, et ce sera encore pire que finalement, ça pourrait être pire, je sais pas, en tout cas je ne vais pas le classifier, que être à la rue dans un endroit où on a plus de services. J'aime pas ce parallèle, mais on va dire que quand vous vous retrouvez dans la Creuse, si vous mettez quelqu'un qui a eu des difficultés et vous l'envoyez dans la Creuse, les nombres de CAO ont été, par exemple, dans ces endroits-là, les fameux CAO pour les demandeurs d'asile, on a vu aussi beaucoup de gens revenir parce qu'on ne peut pas se déplacer, on n'a pas d'emploi, on n'a pas d'activité, etc. Donc c'est très bien d'avoir des leviers pour la vacance. Il existe des leviers pour la vacance. Le plus gros levier pour la vacance, c'est la volonté politique et de comment on met en place la réquisition. Il y a une loi permettant la réquisition, elle n'est pas beaucoup appliquée aujourd'hui, très peu, ou alors elle est appliquée par les associations qui vont s'auto-administrer, qui vont aller gérer des squats ou aussi des squats, mais il faut bien qualifier quel endroit ou comment on peut parler, c'est pas un produit miracle. J'ajouterais que la réquisition a un double problème pour celui qui se met en position d'être, je sais pas comment dire, enfin, celui qui agit sur la réquisition, c'est que en fait la loi sur la réquisition elle impose d'abord de payer une redevance à la personne à qui on prend le logement, on occupe le logement, et finalement,
Et c'est doublement le bon plan pour celui qui a... Parce que si vous réquisitionnez un logement, que vous êtes bailleur d'une certaine manière, vous devez mettre ce logement aux normes. Donc ça coûte très cher. Et donc en fait, c'est pour ça que c'est pas tellement appliqué, parce que ça revient plus cher que faire du logement normal. C'est le super bon plan pour celui dont le logement est réquisitionné, puisqu'il touche un loyer et on lui a refait son logement aux normes. Donc c'est pour ça qu'en fait, malheureusement, c'est malheureusement une fausse bonne idée. Et ça ne fonctionne pas. Ce qui est peut-être une bonne idée, mais en tout cas, je trouve que c'est quelque chose que vous pourriez réfléchir, c'est la question des bureaux vides. Puisqu'on a des milliers de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France. Et de la même façon que Plateau Urbain a su dynamiser ce secteur pour de l'occupation, on va dire, professionnelle, il y a un vrai sujet que d'autres pays comme la Hollande ont abordé, hein, c'est l'occupation temporaire de bureaux retransformés en logement. Enfin, je pense qu'il y a un sujet qui, vous êtes architecte, donc qui pose, on le sait, des problèmes techniques, mais qui ne sont pas insolubles, puisqu'on l'a fait ici ou là, on a eu dans les anciens studios de Canal+, nous en ce moment à Antony, dans l'ancien studio d'Universal, donc c'est des choses possibles. Moi je pense que là il y a quand même un fil à tirer qui peut être une réflexion intéressante à faire. Bonsoir, ça sera la dernière. Je rebondis sur une partie de ce qui a été dit, notamment la question des territoires non métropolitains, qui a beaucoup des cas de bidonvilles, notamment de personnes réfugiées, sont soit dans les points de passage ou de blocage, comme à Calais ou autour de Calais, soit dans Paris. Mais est-ce qu'à vos yeux, l'arrivée de nouvelles personnes, plutôt la régularisation d'un nombre croissant de personnes, peut être aussi un levier de développement pour ces fameux territoires où l'habité est en train de se dégrader. Je vais prendre un exemple entre beaucoup, Autun, qui est à la fois une ville très patrimoniale, encore dynamique, mais en cours de vieillissement, qui perd entre 100 et 500 personnes par an, et dont le maire rêve d'appuyer son redéveloppement sur l'arrivée de familles, finalement de tous horizons. Il s'en fout un peu, lui, c'est des familles, de la jeunesse dans un territoire qui est en train de lentement crever. Voilà. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui méritent qu'on s'y intéresse d'un point de vue architectural et ou aménagement de territoire? Alors, juste, moi je trouve que c'est une question très intéressante au sens où dans d'autres pays que la France, où on est capable d'avoir des petites villes qui sont dynamiques comme en Italie, il y a eu des exemples de cette nature. Il y a eu des réfugiés qui ont redonné vie à des villages en Calabre, etc. Donc c'est pas impossible. La difficulté en France, c'était un peu ce que disait tout à l'heure Florian, c'est la question des services qu'on est capable de maintenir dans ces petites villes. Donc ça pose aujourd'hui, l'État s'est donné un objectif visiblement sur ces questions-là. Il y a un programme qui s'appelle le programme Cœur de Ville, qui a vocation à viser, parce qu'on voit bien que c'est sur ces territoires-là que la déprise se fait, que le vote Front National aujourd'hui est fort. Donc il y a un enjeu très fort sur les villes moyennes et les petites villes, et aussi les villes de 3e, 4e couronne en Ile-de-France, je pense. Et c'est sûrement un très bel enjeu de le développer là-dessus. Ça requiert en tout cas une vraie réflexion sur les services et les emplois qui seront faits autour et l'économie que ça doit induire, au-delà de la seule question de l'hébergement. C'est pas une question, c'est une remarque. Là, vous venez de faire un beau panorama, pour la dernière fille que je sais, de ce que vous, architectes, constructeurs, pouvez faire. Et on voit que tout est possible, les solutions, elles sont là, elles sont pas compliquées à mettre en œuvre. Et ce que vous avez déjà dit chacun et répété, c'est que manque la volonté politique. Alors qu'est-ce qu'on fait pour... Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avoir dessus? Parce que c'est là qu'en fait, voilà, vous venez de nous dire que vous avez toutes les solutions, et on le sait. Et qu'est-ce qu'on fait
sur le plan de la... On parle d'une volonté globale. Après, il y a des volontés particulières. Quoi que ce soit, là, on peut renforcer ce qu'on veut. Madame Hidalgo, quand on a voulu faire une bulle, elle a essayé d'accueillir les gens pendant le temps que 18 mois. Quand on a voulu le préfet du 94 et la mairie d'Ivry, quand elle a voulu essayer voulu résorber un bidonville et d'autres situations de précarité, elle a permis à ce que soit créé sur son territoire le centre d'Emmaüs Solidarité pour les familles. Elle a permis de créer 3 ou 4 projets de résorption et modulaires pour résorber les bidonvilles pour accueillir des personnes qui ont des trio, et puis mettre à disposition des pavillons à un autre endroit. Elle a pu le faire. Quand à Marseille, pareil, la préfète a pu mettre une convention avec EDF et d'autres partenaires pour pouvoir permettre l'installation dans un squat. En tout cas, il y a des volontés particulières et locales qui existent, et c'est sur celle-ci qu'il faut s'appuyer aujourd'hui pour pouvoir donner l'élan à la volonté politique globale. Bien, j'espère que vous allez trouver en tout cas des réponses ou des inspirations si vous êtes architecte, aménageur, urbaniste à ces questions-là. Donc je remercie tous les invités d'avoir laissé prêter à l'exercice. Et puis on se rejoint autour d'un petit pot juste à la sortie de la salle. Et je vous rappelle donc qu'il y a 2 autres conférences autour de cette thématique de l'accueil en France, l'une donc le 24 mai à 19h30 sur les lieux et les non-lieux de la migration.